Salut, esprit curieux. Bienvenue dans cette nouvelle exploration intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des paradoxes les plus grands et les plus douloureux de notre époque. Un paradoxe que tu ressens probablement chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone portable. As-tu déjà fini de regarder les stories des autres et t'es-tu senti étrangement vide, voire triste? Tu n'es pas seul. En fait, ce sentiment est au cœur d'un piège parfaitement conçu. La question qui nous tourmente est brutalement simple. La recherche obsessionnelle du bonheur, telle qu'il nous est montré par les réseaux sociaux, est-elle en réalité en train de nous condamner à un malheur perpétuel et sans fin? Pour comprendre cela, nous devons d'abord définir ce qu'est le bonheur dans l'univers numérique. Ce n'est pas un état d'être, mais un produit. C'est une image soigneusement construite, éditée et empaquetée pour la consommation publique. Pense-y comme à un bonheur de vitrine. Nous voyons des voyages exotiques, des corps parfaits, des relations idylliques et des succès professionnels constants. C'est un défilé incessant de moments forts, sans les creux ni les processus ennuyeux de la vie réelle. C'est ici qu'intervient un concept psychologique clé, la comparaison sociale. Notre cerveau est programmé pour mesurer notre propre valeur et notre statut en nous comparant aux autres. C'est un mécanisme de survie évolutif. Cependant, ce mécanisme n'a pas été conçu pour le déluge numérique actuel. Avant, nous nous comparions à nos voisins ou collègues. Aujourd'hui, nous nous comparons aux versions idéalisées de millions de personnes à travers le monde. Le résultat est une distorsion massive de la réalité. Notre cerveau interprète ces vitrines de bonheur comme la norme, comme la vie que tout le monde vit. Et bien sûr, notre propre vie semble ennuyeuse et déficiente en comparaison. Cela nous mène à la deuxième pièce du piège, un phénomène que les psychologues appellent l'adaptation hédonique. Expliqué simplement, cela signifie que les êtres humains s'habituent très vite aux bonnes choses. Cette émotion que tu ressens en achetant quelque chose de nouveau, en recevant un like ou en accomplissant quelque chose, s'estompe. Nous revenons toujours à notre niveau de bonheur de base. Pour ressentir la même émotion, nous avons besoin d'un stimulus plus grand, plus nouveau, plus intense. Les réseaux sociaux sont le moteur parfait pour ce tapis roulant du plaisir. Ils t'offrent des microdoses de validation sous forme de notifications. Chacune est un petit stimulus qui te fait te sentir bien un instant, mais qui te laisse en redemander. C'est un cycle addictif. La comparaison te fait sentir qu'il te manque quelque chose pour être heureux. Ensuite, la plateforme t'offre une solution rapide, une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la récompense pour soulager ce malaise. Des chercheurs en neurosciences ont démontré avec des scanners cérébraux que l'anticipation d'une récompense sur les réseaux sociaux active les mêmes zones du cerveau que les drogues ou le jeu. C'est un design délibéré pour nous maintenir accrochés. Alors, que faisons-nous? Nous commençons à mettre en scène notre propre vie. Nous sélectionnons nos meilleurs moments, les filtrons et les publions, espérant recevoir la même validation que celle que nous voyons les autres recevoir. Nous devenons des acteurs de notre propre bonheur. Le problème est que cette performance demande un effort émotionnel énorme. Elle crée un fossé entre notre moi public, celui que nous montrons, et notre moi privé, celui que nous sommes réellement. Cette division, selon de nombreux psychologues, est une source d'anxiété profonde. Au final, non seulement nous nous sentons malheureux par la comparaison, mais nous nous sentons aussi comme des imposteurs dans notre propre vie. Et la peur que notre vrai moi, imparfait et normal, soit découvert est paralysante. D'un point de vue philosophique, cela heurte de plein fouet les idées anciennes sur la bonne vie. Les stoïciens, par exemple, enseignaient que le bonheur vient de l'intérieur, de la vertu et du contrôle sur nos réactions, non de la validation externe. Les réseaux sociaux nous enseignent exactement le contraire. Ils nous disent que notre bonheur dépend de facteurs externes, du nombre d'abonnés que nous avons, du nombre de likes que nous recevons et de l'apparence parfaite de notre vie aux yeux des autres. C'est là que le piège se referme complètement. Le bonheur que nous poursuivons en ligne est, par sa nature même, inaccessible. C'est un mirage. Plus nous courons vers lui, plus il s'éloigne et plus nous nous sentons assoiffés et épuisés. Maintenant, la partie la plus sombre de tout cela. Ce système n'est pas un accident. C'est un modèle économique. Une population qui se sent perpétuellement insatisfaite est une population de consommateurs parfaits. Si tu te sens mal dans ton corps, on te vendra des produits de beauté et des régimes. Si tu te sens seul, on te vendra des expériences et des produits qui promettent la connexion. Le malheur est rentable. Les algorithmes sont conçus pour identifier nos insécurités et les exploiter. Ils nous montrent du contenu qui renforce ce sentiment de manque pour ensuite nous présenter une publicité comme la solution magique à notre malaise. Par conséquent, la recherche du bonheur sur les réseaux non seulement nous condamne au malheur personnel, mais nous transforme en pions d'un système économique qui s'en nourrit. Nous sommes le carburant de notre propre misère. Le paradoxe est cruel.
Nous rejoignons ces plateformes en quête de connexion et de bonheur, mais leur conception fondamentale favorise la déconnexion et l'insatisfaction pour nous maintenir actifs et consommateurs. Pense-y un instant, l'architecture même de ces plateformes est basée sur la performance. Les profils sont des scènes, les publications sont des actes, et les likes sont les applaudissements d'un public invisible et anonyme. Cette théâtralité constante nous éloigne de l'authenticité. L'authenticité, selon de nombreux psychologues et philosophes, est un pilier fondamental du bien-être. Être soi-même avec toutes ses imperfections est libérateur. Mais dans le théâtre numérique, l'imperfection est punie par l'indifférence. L'algorithme ne récompense pas la réalité ennuyeuse, il récompense le spectacle. Alors, nous apprenons à cacher nos luttes et à magnifier nos triomphes. Cela crée une culture de positivité toxique. C'est l'idée que nous devons toujours être heureux, optimistes et couronnés de succès. Tout sentiment négatif, comme la tristesse ou l'anxiété, est perçu comme un échec personnel qui doit être caché. Cette pression pour être toujours positif est épuisante et profondément malhonnête envers l'expérience humaine. La vraie vie est faite de hauts et de bas. Ressentir de la tristesse ou un échec est normal, cela fait partie de grandir et d'apprendre. En niant ces émotions, nous ne les faisons pas disparaître, nous les réprimons simplement où elles peuvent croître et se transformer en problèmes de santé mentale plus graves. Une étude de l'Université de Bath a directement lié l'utilisation intensive des réseaux à des taux plus élevés de dépression. Voyons pourquoi. La connexion authentique demande de la vulnérabilité. Elle exige de montrer nos parties imparfaites et que l'autre personne les accepte. C'est ce qui construit la confiance et l'intimité réelle. Sur les réseaux, la vulnérabilité est un risque. Elle peut être perçue comme une faiblesse ou une recherche d'attention. L'environnement n'est pas conçu pour l'intimité, mais pour la transmission de statut. Ainsi, nous nous retrouvons avec des milliers d'amis ou d'abonnés, mais nous nous sentons plus seuls que jamais. C'est une foule solitaire. Nous sommes entourés de gens, mais nous ne sommes vraiment connectés à personne à un niveau profond. Cette solitude est un autre des grands paradoxes. Nous utilisons la technologie pour nous connecter, mais son usage excessif peut éroder nos compétences sociales dans le monde réel, rendant plus difficile de forger ces connexions que nous désirons tant. Le vrai bonheur souvent se trouve dans les petites choses. Une conversation profonde, une promenade dans la nature, le plaisir d'un hobby sans la nécessité de le publier, des moments de pleine conscience, c'est-à-dire d'être complètement dans le présent. Le problème est que ces moments ne sont pas instagrammables. Ils ne génèrent pas le même impact visuel qu'un yacht à Dubaï. Ils ne peuvent pas être facilement empaquetés et vendus. Ils sont silencieux, personnels et internes. La culture des réseaux nous a rendus accros à l'extraordinaire, au point que nous avons commencé à dévaloriser l'ordinaire. Et la vérité est que la vie, pour la plupart d'entre nous, est composée à 99% de moments ordinaires. En méprisant l'ordinaire, nous méprisons la majeure partie de notre existence. Nous conditionnons notre bonheur à ces pics d'excitation qui sont, par définition, rares et fugaces. C'est une recette pour l'insatisfaction chronique. Pensons à la mémoire. Les recherches suggèrent qu'en externalisant nos souvenirs, en documentant chaque moment pour le publier, nous pourrions affaiblir notre propre capacité à former des souvenirs riches et détaillés. Au lieu de vivre le moment, nous sommes occupés à le capturer. Nous devenons des conservateurs de musées de nos propres vies, au lieu d'être les protagonistes qui vivent pleinement ces expériences. Cela affecte aussi notre identité. Si notre estime de soi dépend de la validation externe, elle devient incroyablement fragile. Un changement d'algorithme, une publication qui ne fonctionne pas bien ou un commentaire négatif peuvent nous dévaster. Construire une identité solide exige introspection, auto-acceptation et un ensemble de valeurs internes qui ne changent pas avec les modes ou l'opinion publique. C'est un travail lent et profond, tout le contraire de l'immédiateté des réseaux. Un autre angle est l'érosion de la patience. Le flux infini de contenu nous entraîne à désirer une gratification instantanée. Si une vidéo ne nous accroche pas en 3 secondes, nous passons à la suivante. Cette impatience se transpose dans la vie réelle. Les choses qui en valent vraiment la peine dans la vie, comme apprendre une compétence, construire une relation ou atteindre un objectif professionnel, demandent du temps, des efforts et de la patience. Elles exigent de supporter l'ennui et la frustration. Notre capacité de concentration profonde est altérée. Le changement constant de contexte et les notifications fragmentent notre attention. Une méta-analyse de l'Université de Californie, Irvine, a montré qu'une interruption peut prendre plus de 20 minutes à récupérer. L'état de flow, cet état d'immersion totale dans une tâche qui est profondément satisfaisant, devient presque impossible à atteindre. Et c'est dans cet état de flow que beaucoup trouvent un bonheur authentique et durable. La pression d'avoir une marque personnelle est une autre facette de ce piège. Nous sommes obligés de nous transformer en produits, d'emballer nos vies et nos compétences d'une manière qui soit commercialisable et attrayante pour un public.
Cela peut être utile professionnellement, mais peut être existentiellement épuisant. Où finit la personne et où commence la marque? La ligne devient floue et nous courons le risque de perdre le contact avec notre vrai moi. Ainsi, le piège se manifeste à de multiples niveaux. Psychologiquement, par la comparaison et l'addiction, philosophiquement, en externalisant notre source de bonheur, et socialement, en favorisant la solitude et la performance. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie ou les réseaux sociaux entièrement. Ils ont une valeur indéniable pour se connecter avec les êtres chers, accéder à l'information et former des communautés de niche. Le problème n'est pas l'outil, mais la dose et le mode d'utilisation. Le modèle économique basé sur l'attention est le vrai problème. Ces plateformes ne sont pas optimisées pour notre bien-être, elles sont optimisées pour maximiser le temps que nous y passons. Notre bien-être est au mieux accessoire. Rompre le cycle exige une conscience active. Cela signifie comprendre les mécanismes en jeu chaque fois que nous ouvrons l'application. Cela signifie passer d'un utilisateur passif à un utilisateur intentionnel et conscient. La première étape est la détox numérique. Des périodes de déconnexion pour permettre à notre cerveau de se réinitialiser et de recalibrer son système de récompense. Se souvenir de ce qu'est l'ennui et permettre à l'esprit de divaguer sans stimuli. La deuxième est de faire le tri de manière drastique dans notre fil d'actualité. Se désabonner des comptes qui nous font nous sentir inadéquats ou envieux. Privilégier le contenu qui nous éduque, nous inspire sincèrement ou nous connecte à des passions réelles. La troisième est de pratiquer la gratitude. Entraîner activement notre cerveau à se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Cela contrecarre directement le mécanisme de la comparaison sociale. Enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est d'investir dans les connexions du monde réel. Appeler un ami au lieu de lui envoyer un message. Se retrouver pour prendre un café. Prioriser l'interaction en face à face, où la connexion est plus profonde. Il s'agit de reprendre la définition du bonheur, de la lui arracher des algorithmes et des influenceurs, et de la ramener à sa place originelle, à notre intérieur. C'est un acte de rébellion silencieuse contre un système qui nous veut insatisfaits. Le bonheur n'est pas une destination exotique que l'on atteint et que l'on photographie. C'est plus comme un muscle que l'on entraîne chaque jour. Ce sont les habitudes, les perspectives et les relations que nous cultivons loin de l'écran. La prochaine fois que tu sentiras cette pincée d'envie ou d'insuffisance en voyant la vie de quelqu'un en ligne, souviens-toi. Tu compares tes coulisses avec le montage des meilleurs moments d'une autre personne. Souviens-toi que cette image parfaite cache probablement ses propres luttes, insécurités et moments d'ennui. La perfection est le déguisement le plus courant du malheur. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement les réseaux sociaux de nos vies, mais d'apprendre à les utiliser comme un outil, pas comme un miroir pour mesurer notre valeur ou notre bonheur. Il s'agit de comprendre que la carte numérique n'est pas le territoire réel. Le menu n'est pas le plat. La photo de la fête n'est pas l'expérience de la fête. La représentation n'est jamais la chose elle-même. Le véritable antidote au malheur numérique est une dose radicale de réalité. Embrasser le désordre, l'imperfection et la beauté d'une vie non éditée et sans filtre. La joie d'un rire spontané. La paix d'un coucher de soleil que tu n'as pas besoin de partager. La fierté d'un accomplissement pour lequel tu as travaillé en silence. C'est le bonheur qu'aucun réseau social ne peut offrir, car il ne peut être quantifié. Le vrai bonheur ne demande pas de likes, il n'a pas besoin d'être validé. Il est, tout simplement. Il existe dans le moment, dans la connexion authentique et dans la paix intérieure. Par conséquent, la réponse à notre question initiale est un oui conditionnel. La recherche obsessive du bonheur en ligne nous condamne bien à l'insatisfaction, mais seulement si nous restons des participants inconscients du jeu. La conscience est notre meilleure arme. Comprendre la psychologie derrière la conception de ces plateformes nous donne le pouvoir de résister à leur emprise. Elle nous permet de choisir comment et quand interagir, selon nos propres termes. Nous devons nous rappeler que nous sommes plus que notre profil. Nous sommes des êtres complexes, contradictoires et en constante évolution. Nous réduire à une grille d'images et à une bio astucieuse est une injustice envers notre propre âme. La valeur d'une vie ne se mesure pas en abonnés, mais dans la profondeur de nos relations. Pas en likes, mais dans l'amour que nous donnons et recevons. Pas dans la portée de nos publications, mais dans l'impact que nous avons sur les quelques personnes qui nous entourent. La prochaine fois que tu navigueras, fais-le comme un anthropologue étudiant une culture étrange, pas comme un citoyen cherchant l'approbation. Observe les rituels, les symboles, les hiérarchies, mais ne les laisse pas définir ta réalité. La vraie Engbog peut être plus silencieuse, moins spectaculaire, mais elle est infiniment plus solide et durable. C'est le fondement sur lequel se construit une vie pleine de sens, pas le lustre superficiel qu'on expose pour la galerie. Ceci n'est pas un appel à abandonner la technologie, mais à la maîtriser. À l'utiliser pour nos propres objectifs, pour l'apprentissage et la connexion réelle, au lieu de lui permettre de nous utiliser à ses fins commerciales. Demande-toi toujours avant de publier « Pour qui je fais ça ?» Est-ce que je cherche la validation ou
ou est-ce que je partage quelque chose de valeur authentique? L'honnêteté dans cette réponse peut complètement changer ta relation avec ces plateformes. Au final, aucune quantité de validation numérique ne pourra combler un vide intérieur. C'est un travail qui nous appartient à travers l'auto-acceptation, le but et les connexions humaines réelles. Le bonheur n'est pas dans la prochaine destination de vacances que tu publies, il est dans le voyage de la vie, avec toutes ses courbes, ses bosses et ses tronçons ennuyeux. Accepter ce voyage est le premier pas pour être vraiment libre. L'ironie finale est qu'en cessant de courir après le bonheur, comme un objet que l'on peut capturer et montrer, nous augmentons énormément nos chances de le trouver. Il devient un sous-produit d'une vie bien vécue et non l'objectif principal. Un résultat de la passion, du but et de la connexion, et non de la pause et de la performance. Alors je t'invite à remettre en question le scénario, à rejeter la version du bonheur qu'on te vend, à le définir selon tes propres termes, dans l'intimité de ta propre expérience. Parce qu'un bonheur qui dépend du regard d'autrui est une prison, aussi dorée que puissent paraître ses barreaux. La vraie liberté, c'est de ne pas avoir besoin des applaudissements pour savoir que tu es vivant. C'est un chemin plus difficile, sans aucun doute. Il demande du courage pour être impopulaire, pour être normal, pour être authentique. Mais c'est le seul chemin qui ne se termine pas dans une impasse d'insatisfaction. En résumé, les réseaux sociaux n'ont pas créé le malheur, mais ils ont construit une arène pour lui. Un lieu où nos insécurités sont amplifiées et notre besoin de validation est monétisé. Échapper à l'arène ne signifie pas fuir le monde numérique, mais en comprendre les règles et refuser de jouer à son jeu le plus dangereux, le jeu du bonheur comparatif. Trouve ta valeur en toi, pas sur l'écran. Cultive ton jardin intérieur au lieu de seulement admirer les fleurs des autres. C'est la clé non seulement pour survivre, mais pour prospérer à l'ère numérique. Le bonheur est analogique. Il se vit dans la peau, pas dans les pixels. Il se ressent dans le cœur, pas ne se compte en notifications. Ne te laisse pas convaincre du contraire. Au final, la seule vie que tu peux vivre est la tienne. Assure-toi de la vivre vraiment, pas seulement de la représenter pour un public. J'espère que cette réflexion t'a apporté de la valeur et une nouvelle perspective sur ta propre expérience numérique. C'est un sujet complexe et profond qui nous touche tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse. Ton temps et ton attention sont ce que tu as de plus précieux et j'apprécie que tu les partages avec cet espace. N'oublie pas, l'objectif n'est pas le bonheur constant, mais une vie authentique et pleine de sens. Le bonheur n'est qu'un visiteur occasionnel dans ce voyage. Remets tout en question, garde ta curiosité et surtout, sois bienveillant envers toi-même dans ce monde numérique si bruyant. Si ce voyage t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains secrets de notre société. Et maintenant, c'est à toi. Commente ci-dessous, es-tu déjà tombé dans le piège du bonheur numérique?